Bonjour tout le monde, bienvenue à Histoire de passer le temps. Je me présente, Chloé Poitras-Raymond. Je serai votre animatrice pour l'émission d'aujourd'hui. Et cette semaine, pour honorer la Journée internationale du droit des femmes qui va être le 8 mars prochain, on voulait aborder la contribution des femmes dans l'histoire. Une contribution qui, bon, à mon avis, ça va être le mien, est pas encore assez bien intégrée dans les cours, là, que ce soit à l'université, mais également secondaire, collégial. Donc cette semaine, nos chroniqueurs, chroniqueuses nous font le bonheur, en fait, de chroniques sur l'histoire des femmes. Et pour ouvrir l'émission, on accueille Sarah Laflamme-Tremblay. Bonjour. Tu vas nous offrir aujourd'hui une chronique là, sur les premières étudiantes universitaires au Québec. Mm-hmm. Après la pause, pour sa première chronique, Camille Pailleur nous présente la compositrice Élisabeth Jacquet de la Guerre. Et on va clôturer l'émission avec Danielle Lemire, qui nous parle d'une figure controversée de l'histoire chinoise, l'impératrice douairière Sissi. Et je suis accompagnée aujourd'hui à la régie d'Eliott Boulotte. Allô, Eliott? Allô? Donc, on va commencer sans plus tarder avec Sarah Laflamme-Tremblay. Tu nous parles aujourd'hui de l'accès à l'université pour les femmes québécoises. Pas nécessairement facile comme parcours. Effectivement, c'est un long processus. Donc, justement, je vais dresser le portrait de l'accès aux études par les premières femmes, ça veut dire fin 19e, début 20e siècle. Donc, c'était à peu près 40 ans de minimum d'entrée de lutte, en fait, pour pouvoir être capable de rentrer. Voilà, exact. Puis même après avoir eu un diplôme, c'était pas fini. Parce qu'après la première, ça veut pas dire qu'on en a comme 50 qui rentrent d'un coup après, là? C'est ça. Et même après un bac, un diplôme de bac, celle qui voulait aller aux études supérieures, bonne chance. Pas encore long. Exact. Donc, en fait, l'accès était réservé principalement aux hommes à cette époque. Donc, les premières femmes ont dû se battre pour avoir le droit d'étudier dans des cours universitaires et recevoir un diplôme. Parce que non seulement, il faut avoir le droit d'étudier, mais aussi le droit d'avoir un diplôme. Donc, c'était quelque chose de difficile à cette époque-là. Donc, le milieu francophone aussi était plus réfractaire que le milieu anglophone. Donc, l'accès aux femmes n'était pas très bien encouragé. Les hommes ont besoin d'obtenir d'innombrables connaissances, mais ces savoirs étaient considérés inutiles pour les femmes. Ouais, une bonne mère de famille, là, ça n'a pas besoin de savoir ça. C'est ça, à quoi ça sert, ça? Donc, mais ça ne veut pas dire qu'elles ne doivent pas être intelligentes, elles doivent rester dans l'ombre. Donc, être ménagère, mère, épouse, rester à la maison, ben, ils n'ont pas besoin d'études, à ce qui paraît. Donc, oui, bien que certaines femmes ont pu accéder à des cours à l'université McGill depuis les années 1880, la présence des femmes dans les universités francophones est bien rare au début du 20e siècle. Et pourquoi, au niveau francophone, c'est plus long qu'anglophone? En fait, c'est l'Église catholique avait voilà, beaucoup... la fameuse Église. Et voilà, c'est toujours avec la religion. Donc, le système d'éducation était divisé entre protestants et catholiques. Oui. Et, bien sûr, le milieu anglo-protestant avait plus d'autonomie. Par contre, le milieu francophone, l'Église catholique, avait beaucoup de pouvoir et obtenait de plus en plus de pouvoir au 19e siècle et 20e siècle. Donc, et plus de privilèges. Il existait ce qu'on appelle des collèges classiques, d'où le clergé avait le poste de direction et de personnel enseignant. Et ces écoles, c'était des écoles privées qui étaient uniques au milieu francophone du Canada. Puis ensuite, c'est les garçons de l'élite aux études supérieures. Pardon, j'ai oublié des mots dans ma phrase. Donc, en fait, ça préparait les garçons de l'élite aux études supérieures, étant le seul moyen de se rendre dans les universités francophones. Donc, ces collèges ont disparu justement pour laisser place au cégep vers le milieu des années 60. Et ces écoles n'étaient pas ouvertes aux filles. Donc, celles-ci se tournaient majoritairement vers l'éducation ménagée. Mais ça ne leur permettait pas de s'inscrire à l'université. La première école classique ouverte aux filles le sera qu'en 1908 à Montréal, afin de leur permettre d'accéder à l'Université de Montréal à cette époque. Donc, c'est vraiment tard, dans le fond. C'est vraiment tard, exact. Prenons l'exemple de la plus vieille université francophone du Canada, qui est l'Université Laval. Il y a Marie Sirois,
qui vient du milieu fortuné, a été la première femme à obtenir un diplôme de l'université en 1904, 52 ans après sa fondation. C'est quand même tard, hein? Exact. Elle a reçu un certificat, en fait, en études littéraires, alors qu'elle avait besoin d'une permission spéciale pour être autorisée à s'inscrire à la faculté des arts de l'université. Par son mari ou... En fait, faut aussi se dire que son père était un notaire et était professeur de la faculté des droits, donc ça peut peut-être aider dans son inscription. Voilà. C'est ça. Je dis peut-être, c'est une hypothèse, mais ça a du sens. Voilà. Puis il faut se dire aussi que l'université Laval acceptait les femmes qu'à partir de 1920, donc elle était très privilégiée. Alors que les hommes sont invités à la collation des grades, Madame Serra ne l'a pas été. Elle a reçu son diplôme par la poste. Bon. Ouais. Elle a le droit d'avoir un diplôme, mais elle a pas la cérémonie qui vient avec. Lors de la cérémonie, le recteur a prononcé quelques mots à son égard et a même exprimé son souhait de voir d'autres femmes la suivre. Mais le professeur qui enseignait le cours n'a pas été réengagé. Il a fallu attendre 20 ans plus tard pour que les autres femmes soient diplômées de l'Université Laval. OK, quand même. Puis à ce moment-là, est-ce qu'ils avaient le droit au moins de recevoir leur diplôme en public ou c'est encore... Ben non, en fait, c'est que ça a pris du temps aussi pour que les femmes rentrent dans l'université. Donc, justement, l'université a accepté les femmes à partir de 1920. Le cas d'Irma Levasseur, par exemple, est un parfait exemple pour expliquer le refus d'accepter les femmes à l'université, justement, de Laval. Parce que, en fait, celle-ci a dû étudier la médecine aux États-Unis, puis plaider à l'Assemblée législative du Québec pour faire reconnaître son diplôme, pour ensuite recevoir sa licence du Collège des médecins. Est-ce qu'il voulait pas qu'elle pratique, dans le fond? C'est ça, c'est une femme. Puis, pour plus d'informations, en fait, sur elle, il y a une chronique du 13 octobre 2017 qui a été faite sur Irma Levasseur. Super. Puis, il faut aussi se dire que pourquoi je parle d'elle, c'est la première Canadienne française à devenir médecin. Et elle a cofondé l'hôpital Sainte-Justine de Montréal. Rien de moins. Rien de moins. En 1910, certaines universités québécoises francophones commencent à accepter des femmes, mais c'est petit à petit. En 1911, Marie Guérin-Lajoie devient la première femme canadienne-française à obtenir un bac en arts à Montréal, étant même la première de classe et même du Québec. Par contre, son succès n'a pas été publicisé. Elle ne peut même pas recevoir la bourse qui vient avec sa position parce qu'elle est une femme. Et une femme ne peut pas poursuivre ses études après le bac. Donc, pourquoi elle devrait recevoir une bourse et être publicisée, être reconnue? Elle va tout de même étudier à New York en service social en 1918. Elle est même la pionnière du service social au Québec francophone. Oui. Puis, en 1928, 4 femmes obtiennent un baccalauréat enfin à l'Université Laval, mais l'égalité entre hommes et femmes n'avait pas encore lieu, car les premières étudiantes de l'université devaient rédiger une dissertation supplémentaire pour obtenir leur diplôme. On n'était pas sûr après comme le même nombre de travaux que les hommes, qu'il était correct. C'est ça, les femmes ont dû avoir plus de travaux à faire. Heureusement pour elles, par contre, elles ont pu assister à leur collation des grades, contrairement à Marie Serrois 24 ans plus tôt. La même année, 1928, Juliette Gauthier est la première femme francophone à obtenir un diplôme de droit à l'Université de Laval. 10 ans plus tard, 1938, Jeanne Lapointe obtient son diplôme de l'Université Laval, puis, vers 1940, elle est la première femme professeure de littérature à l'université. Elle a joué même un rôle majeur dans la modernisation de l'enseignement et de la recherche universitaire. 1940 quand même, hein? Ça a pris du temps. En ce qui concerne le milieu anglophone, c'est McGill qui ouvre ses portes aux femmes en premier au Québec. Donc, on est un petit peu plus tôt, en fait, que le niveau francophone, comme tu as dit plus tôt. Tout à fait. Je rappelle que le milieu anglophone n'est pas contrôlé par l'Église catholique comme l'est le milieu francophone. Je vais parler ici des Donaldas, qui sont les pionnières de l'éducation supérieure des femmes au Québec. L'accès à celle-ci commence donc à McGill, puis d'autres universités emboîtent le pas, comme l'Université Laval avec Marie Serrois, même si elle a une permission spéciale. Et pourquoi les Donaldas? Ah, bonne question! En fait, juste rappeler que là, faut remonter un peu dans le temps, donc 20 ans plus tôt, c'est-à-dire 1884, pour voir les premières femmes anglophones
à être autorisée à assister aux cours à l'université à l'intérieur du campus, mais dans des salles à part. Pourquoi? Mais en fait, la possibilité des femmes d'entrer à l'université est grâce à Donald A. Smith, qui aura plus tard le titre de Lord Strathcona, pardon pour mon accent. Et M. Smith, en fait, a versé 120 000 $ à McGill à la condition que l'université s'engage à accepter les femmes dans ses rangs et qu'elles puissent avoir la même formation, les mêmes conditions d'obtention des diplômes et grades universitaires que les hommes. C'est quand même toute une condition. Et voilà. Mais c'est grâce à lui que les femmes ont pu avoir un diplôme. Il a même financé la construction du Collège Royal Victoria, une école internat réservée aux étudiantes. Donc, le surnom des premières étudiantes de McGill, Donalda, bien sûr pas donné grâce au personnage des Pays d'en haut, qui s'appelle elle aussi Donalda, mais... Pas la même chose. Voilà. Mais plutôt en l'honneur de cet homme, Donald A. Smith. Pour être plus précise, on a appelé d'abord Donalda celle qui a fait partie de la première cohorte qui ont eu accès à l'université. Justement, en 1888, ces premières étudiantes obtiennent un bac S-Arts, c'est-à-dire Eliza Cross, Martha Murphy, Blanche Evans, Gracie Ritchie, Jane Palmer, Alice Murray, Georgina Hunter et Donalda McPhee. Donc, on n'est pas dans les diplômes, par exemple, de médecine ou... Non, pas encore. On n'est pas là encore. Non, c'est ça. Ça commence toujours avec bac S-Arts. OK. Donc, en 1890, l'anglo-québécoise Maude Abbott obtient son bac S-Arts aussi. Elle veut entrer en médecine, mais elle a refusé la faculté de McGill, qui n'accepte pas encore les femmes, tout comme la faculté de droit de McGill. Heureusement, l'école de médecine du collège Bishop ouvre ses portes aux femmes et Maude fait partie des 10 qui vont compléter leurs études. Elle obtient son diplôme en 1994. Elle va ensuite en Europe pour se perfectionner, puis revient à Montréal vers 1997, où elle ouvre un cabinet privé en soignant les femmes et les enfants. Donc, ce que j'en comprends, c'est qu'en Europe, à ce moment-là, une femme avait plus de chances d'aller à l'université, ou c'est arrivé un petit peu plus avant? C'est arrivé un peu plus avant, surtout dans le milieu anglophone, comme aussi aux États-Unis, comme Irma Levasseur. Donc, elle va travailler aussi à l'hôpital Royal Victoria et va faire des recherches en pathologie. Elle devient une spécialiste des maladies cardiovasculaires congénitales. Grâce à ses recherches, Sir William Osler, qui est considéré le père de la médecine moderne, va lui demander d'écrire un chapitre dans son ouvrage System of Medicine, publié en 1907. Il va obtenir en 1910 un doctorat de médecine honoris causa de McGill, 8 ans avant que la faculté ouvre ses portes aux femmes. OK, quand même. Elle a eu une bonne chance, elle. Maude Abbott va écrire aussi plus tard Atlas of Congenital Cardiac Disease, paru en 1936, qui est une référence essentielle pour les chirurgiens cardiaques, étant l'ouvrage important pour comprendre les maladies. Donc, c'est vraiment frustrant. Ils sont même pas encore ouverts pour les femmes en médecine, mais ces ouvrages ont des références. Voilà, ouais. Donc, elle va devenir une cardiologue réputée, même pionnière, et c'est la première femme à enseigner la médecine au Québec en 1910 à McGill, 8 ans avant. Puis quand même aussi 30 ans avant la première prof de littérature francophone que tu nous as parlé aussi voilà, tantôt. Exact. Donc, on voit vraiment l'écart entre le décalage, oui, exactement. En 1901, donc on revient à McGill, Harriet Brooks est la première femme diplômée d'une maîtrise en physique par une université canadienne. Elle sera même la première Canadienne spécialiste de la physique nucléaire. Elle va intégrer en 1907 le laboratoire Cavendish à Cambridge, en Angleterre, pour travailler avec le physicien J.J. Thomson, qui, lui, va avoir le prix Nobel pour la découverte de l'électron en 1906. Okay. En 1903, elle revient à McGill pour travailler avec le Néo-Zélandais Ernest Rutherford, considéré comme le père de la physique nucléaire, grâce, entre autres, aux recherches de Brooks sur la théorie de la radioactivité. C'est difficile comme mot, des fois. Ernest Rutherford obtient le prix Nobel de chimie en 1908. OK, donc elle était autour des prix Nobel, mais elle n'en a pas eu? Voilà. Puis, en plus, là, ça continue. En 1906, elle travaille à l'Institut du radium à Paris, aux côtés de nul autre que Marie Curie. Rien de moins. Et voilà, qui avait reçu le prix Nobel de physique en 1903. Ils vont en recevoir un autre en 1911. Mais elle, non. Malgré ces 3 importantes découvertes qui ont contribué au progrès de la fission nucléaire, la détection des radiations dangereuses, du radon dans les maisons, et a déterminé l'âge de la Terre avec plus de précision.
À sa mort, Rutherford souligne ses contributions en la comparant à Marie Curie. Elle était la Marie Curie québécoise. On revient toujours à McGill. 1912, Carrie Derrick devient la première femme à devenir professeure titulaire d'Université canadienne. Elle enseigne la morphologie botanique à McGill. C'est une pionnière de la génétique, car elle a créé le premier cours de la génétique et de l'évolution et fonde le département justement de génétique à McGill. Elle a aussi obtenu une renommée comme botaniste, généticienne et militante féministe, puisqu'elle s'impliquait pour le droit de vote des femmes, entre autres, tout en poursuivant ses études. En 1914, Annie MacDonald Langstaff est la première qui obtient au Québec un diplôme en droit, et avec mention. Mais elle n'a pas été autorisée à passer les examens du barreau, sous prétexte qu'elle n'avait pas la permission écrite de son mari, qui avait quitté le Canada avec une adresse inconnue. Donc, on voulait pas qu'elle soit avocate, dans le fond. C'est ça, parce que les femmes, je vais expliquer après, là, donc parce que aussi, elle est une femme et qu'elle ne peut pas devenir avocate. Puisqu'il y a certains sujets débattus en cours qu'une femme ne peut pas parler sans constituer une violation à l'ordre public, aux lois morales et à la décence. On parle de sodomie, on parle d'inceste, de viol, de grossesse, d'avortement, de divorce, etc. Beaucoup de sujets là-dedans qui sont mieux connus par les femmes. C'est ça. C'est le même? Oui, c'est la grossesse, je pense pas qu'un homme connaisse ça, a eu l'expérience de ça, mais un homme... Ce serait de mauvaises mœurs qu'une femme aille en parler en cours. C'est ça. Bon. Puis malgré tout, elle va continuer à lutter pour que les prochaines générations de femmes puissent accéder à la profession, ce qui sera le cas en 1942, avec Elizabeth C. Monks de McGill, qui est la première à exercer la profession en tant que femme, suivie de Suzanne Raymond-Filion de l'UDM, puis Marcelle Aymon Lacoste, aussi de l'UDM, et Constance Garner-Short. Enfin, en 1922, 5 femmes obtiennent un doctorat de médecine à McGill, comme la docteure Jessie Boyd Scriver, qui est la première femme pédiatre de Montréal. L'Université de Montréal admet aussi les premières femmes à la faculté de médecine en 1925. La première, justement, est Marthe Pellan, qui reçoit son diplôme en 1931, en terminant première de sa promotion. Cette femme est même la première femme à être admise en médecine dans une université francophone au Québec. En conclusion, c'est pas les femmes qui ne voulaient pas fréquenter l'université, il y avait plutôt un frein institutionnel. Oui, clairement. Comme le pense aussi l'historienne Catherine Tourangeau. Que ce soit dans le milieu francophone ou anglophone, l'accès aux femmes dans les universités a été un long processus et beaucoup plus réfractaire dans les universités francophones influencées par l'Église catholique. Mais merci beaucoup, Sarah. Et si vous voulez poursuivre votre réflexion là, sur les femmes à l'université, je vous suggère en fait de réécouter la chronique du 21 septembre 2018 de Marie-Lou Tanguay sur le collectif Women Also Know History. Et dans le fond, c'est un site qui va lister en fait toutes les historiennes par champ d'expertise. Donc, on n'a plus aucune excuse là, pour ne pas mettre des femmes sur les syllabus, ne pas les inviter dans les conférences. Donc, une très bonne chronique là, que je vous propose d'écouter. Et on va aller en pause. Oui, on va écouter l'étincelle Adèle de Elle. Adèle est un soleil et moi, quand je l'écoute, je veux me tenir droit et puis quitter les salles quand ça ne me plaît pas. Je veux être debout contre vent et scandale, sans plus jamais sentir dans le creux de mon cou ni de gêne ni de joue, ni de gêne ni de joue.
sans nous voir, quelque chose nous appelle, quelque chose se lève, quelque chose se lève. Si tu te moques avec ou bien sans haine, car c'est toi qui... De retour à Histoire de passer le temps sur les ondes de choc.ca et on va poursuivre l'émission avec Camille Pailleur pour ta première chronique. Là, ça me fait vraiment plaisir. Deux sujets que j'aime vraiment beaucoup. Tu nous parles de musique classique et de femmes et tu nous présentes la compositrice Élisabeth Jacquet de la Guerre. Oui. Bonjour. C'est vraiment l'occasion, en fait, de cette émission qui est consacrée aux femmes dans le cadre de la Journée internationale des femmes qui aura lieu lundi prochain. J'ai eu envie de présenter une chronique plus d'histoire culturelle consacrée aux musiciennes et aux compositrices qui, selon moi, sont ces grandes oubliées de l'histoire. On n'en parle pas souvent là, des compositrices. Là. Très rarement. Donc, j'ai décidé de m'arrêter sur une compositrice en particulier pour le bienfait de la chronique, Élisabeth Jacquet de la Guerre, qui fait un peu figure d'exception dans l'histoire de la musique française. Si ce nom dit rien, c'est normal. Il est enfoui sous ceux de compositeurs hommes célèbres. On pense à Rameau, Couperin ou même Mozart. Mais pourtant, au 17e puis au 18e siècle, c'est vraiment le nom d'Élisabeth Jacquet de la Guerre qui est sur les lèvres de tous les critiques. Donc, elle est quand même connue français. À l'époque. Oui, très grande considération, beaucoup de traces là dans les critiques de l'époque. Mais c'est qui Élisabeth Jacquet de la Guerre? Afin de le découvrir, moi j'ai pensé qu'on pourrait se transporter en France à l'époque du règne de Louis XIV, c'est-à-dire entre 1643 et 1715. Donc c'est une époque où les pratiques musicales féminines, autant la maîtrise d'un instrument que la composition, sont confinées à des espaces sociaux étroitement définis. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est enfin que la musique performée ou composée par des femmes s'entend presque uniquement dans les couvents ou au sein de l'espace domestique. Donc, on est vraiment dans la sphère privée, puis les compositions des femmes sortent pas vraiment là, dans l'espace public. Là. Exactement. C'est pour ça qu'on en a probablement si peu aussi. Rares étaient celles qui étaient éditées. Parce qu'à cette époque-là, c'était pas nécessairement rare que les femmes un peu plus aisées apprenaient un instrument, par contre. Là, Effectivement, je vais en parler un peu plus tard, mais ça fait partie de l'éducation normale de toute fille, femme aisée. Donc, bourgeoisie, noblesse, aristocratie. Oui. Tout le monde doit apprendre un ou plusieurs instruments. Effectivement. Donc, dans l'histoire de la musique baroque, qui est le courant musical qui est normalement associé au règne de Louis XIV en France. Le cas d'Élisabeth Jacquet de la Guerre, qui, elle, est à la fois musicienne et compositrice, donc elle est virtuose du clavecin, mais elle compose aussi pour d'autres instruments, est tout à fait unique. Il s'agit de la seule femme compositeur d'une telle envergure. Donc, compositeur femme, pourquoi cette expression? Eh bien, à l'époque, compositrice n'est pas un terme en usage. Non, pas encore. Non, c'est ça. On les désigne donc compositeurs femmes ou musiciens femelles. Ouf, ça sonne pas bien, ça me semble. Non, donc, mais voilà, maintenant on dit compositrice. J'aimerais sans plus attendre vous présenter déjà un premier extrait d'une de ses œuvres. Il s'agit d'un extrait de l'opéra Céphale et Procris qu'elle a composé en 1715. Puis ici qui a été performé tout récemment en septembre 2020 dernier par l'orchestre Proprietà Sidera en Espagne.
Ça sera pour un peu plus tard, le deuxième extrait. Un spoiler. Oui, exactement, un avant-goût. Enfin, maintenant qu'on a un peu plus sa musique dans nos oreilles, je vais pouvoir vous en dire... Encore une fois, c'est ce qu'on entendra un peu plus tard. Mais je vais pouvoir vous en dire un petit peu plus sur son parcours, sa vie. Alors, elle est née à Paris en 1665 au sein d'une famille de musiciens. Son père est l'organiste, c'est-à-dire qu'il joue de l'orgue à l'église de l'île Saint-Louis à Paris. Son père enseigne la musique à ses 4 enfants, garçons comme filles. C'est intéressant de voir d'ailleurs que tous les enfants de cette famille-là vont faire une carrière dans le milieu de la musique. OK. Mais c'est vraiment la plus douée, la jeune Élisabeth, qui est considérée comme une enfant prodige. Son talent va attirer beaucoup d'attention sur elle et sur sa famille. C'est pas exceptionnel, donc c'est le cas de tous les enfants prodiges. On peut penser à Mozart ou Beethoven. Oui. Mais, donc c'est pareil pour Élisabeth Jacquet de la Guerre. Elle va paraître à la cour du roi pour la première fois alors qu'elle est âgée que de 5 ans. Je me fie beaucoup aux recherches qui ont été menées par la musicologue Catherine Cessac sur Élisabeth Jacquet de la Guerre, qui d'ailleurs dans ses travaux révèle que tout le monde a été très impressionné par le talent de la jeune enfant. À 5 ans, elle joue de l'orgue, là. Du clavecin. Du clavecin à 5 ans, puis elle présente quelques inventions qu'on appelle, mais bon, c'est des petites compositions enfantines, mais vraiment un peu la même chose que Mozart, qui avait présenté à la cour lui aussi. Donc, impressionnée à un point où Madame de Montespan, qui est alors la favorite du roi, donc sa maîtresse, l'invite à passer quelques années à ses côtés, à la cour, afin de la divertir, elle et ses invités. À ce stade-ci, ce qui est intéressant de constater, je trouve, c'est qu'on explique les talents de la jeune enfant en ayant recours au surnaturel, à la magie et au merveilleux. À la différence de d'autres enfants prodiges qu'on récompense par leur talent, la jeune Élisabeth, on cherche plutôt à expliquer comment une petite fille peut être aussi douée. Est-ce qu'on va utiliser le mot prodige quand même pour la qualifier? Dans certaines critiques. Okay. Mais le raisonnement de l'époque est très simple. On dit que c'est de la magie. Louis XIV lui-même se dit pris de l'illusion. Puis c'est un discours qui justifie son talent en ayant un recours au surnaturel. Puis ça va la suivre toute sa vie. Alors que même adulte, on se réfère au merveilleux pour expliquer son génie. Donc c'est pas parce qu'elle est bonne, c'est à cause de la nature. La nature lui a donné un talent. C'est un peu désagréable, en fait, comme manière de voir les choses, là. Surtout si on sait que les hommes n'avaient pas le même langage qui était utilisé pour eux. Définitivement. Donc, on voit vraiment ici une césure entre un enfant prodige de sexe masculin qui serait louangé pour son talent et Élisabeth Jacquet de la Guerre, dont on ne lui attribue pas son talent à elle. C'est surnaturel. C'est un don de l'extérieur dont elle bénéficie. Il y a certains périodiques qui offrent des critiques plus sérieuses, donc un discours plus neutre au sujet de la jeune compositrice et même plus tard. Mais ça traduit sans doute, et selon moi, la réputation dont elle jouissait à l'époque. Parce que la postérité retient Élisabeth Jacquet de la Guerre en raison de l'importante considération dont elle fut l'objet à l'époque et dont on retrouve quelques traces dans les archives. À plusieurs reprises, par exemple, dans le Mercure galant, qui est un périodique français de l'époque, on retrouve plusieurs passages qui louangent la compositrice. Donc, par exemple, entre 1677 et 1691, on la désigne à la fois comme prodige, okay, comme miracle, comme merveille de notre siècle et comme première musicienne du monde. Au moins, on utilise le mot musicienne, avec ce qu'elle me disait tantôt. Exactement. J'étais très surprise aussi de retrouver ça dans les sources. Surprise et étonnée, mais un peu désarçonnée aussi de voir qu'on lui attribue la position de première musicienne du monde, tandis qu'on sait très bien qu'il y a des musiciennes depuis l'Antiquité. Ben oui, exactement. Peut-être première à être publiée, on pourrait dire ça. Sur le plan proprement musical, elle innove, elle s'essaie à plusieurs genres musicaux, allant de la musique religieuse ou profane à des sonates de clavecin et de violon. Puis tu nous as fait écouter un opéra aussi. Oui, c'est ça. Donc, elle compose des ballets, des opéras, puis c'est vraiment dans cette particularité-là, en fait, qu'elle s'érige en virtuose de l'époque. Comme on l'a rapidement évoqué tout à l'heure, mais ce qui est exceptionnel dans le cas d'Élisabeth Jacquet de la Guerre, c'est pas le fait qu'elle maîtrise un ou plusieurs instruments. Ça fait partie de l'éducation des jeunes filles. Ce qui est exceptionnel, c'est d'en avoir fait une carrière indépendante, une carrière de musicienne et de compositrice indépendante. C'est d'avoir sorti un peu de la maison. Si. De la maison, du couvent, de tout ce qui est fermé, en fait. Oui. De l'espace clos réservé aux femmes. Donc, et d'avoir fait ça toute seule. Pas c'est pas son père, c'est pas son mari, peut-être un peu Louis XIV, mais bon, ce sont son nom qui sont sur les œuvres, c'est elle qui les performe souvent. Donc, c'est vraiment sa carrière à elle. C'est sa carrière à elle. Donc, puis c'est en cela qu'elle se démarque
probablement des autres. Elle nous a d'ailleurs laissé une cinquantaine d'œuvres musicales éditées à l'époque, dont j'aimerais vous partager. Là, on va être prêt. Le second extrait. C'est vraiment un bel extrait. Oui, mon préféré, je l'avoue. Ça vient me chercher. Donc, on vient d'entendre la sonate numéro 4 en sol mineur pour trio, interprétée ici par le trio de la violoniste italienne Alexandra Stefanotto. Et petite question, est-ce qu'à l'époque, elle compose, elle est connue, est-ce qu'elle est jouée beaucoup, en fait, en France et à l'extérieur de la France aussi? À l'extérieur de la France, humblement, je ne sais pas. J'ai pas l'impression. Je sais qu'elle s'inspire de ce qui se passe en Italie, comme la majorité des Français aussi à l'époque, mais elle a quand même un style français. Je sais pas si elle est performée à l'extérieur. Je pense pas qu'elle se rend à l'extérieur. Dans les sources que j'ai lues, en prévision de la chronique, c'était vraiment des concerts à Paris. Elle donnait aussi beaucoup de cours de musique. OK. Voilà. Pour revenir d'ailleurs à Élisabeth, maintenant que nous l'avons dans nos oreilles. Donc, comme j'ai dit, elle passe son enfance à la cour du roi Louis XIV. Elle divertit les invités de la favorite Madame de Montespan. Mais le 23 septembre 1684, alors âgée de 19 ans, elle revient à Paris et épouse Marin de la Guerre, organiste du roi. Élisabeth fait le choix de conserver son nom de naissance, Jacquet, et elle ajoute celui de son mari de la Guerre. Ça lui permet de bénéficier de la renommée des deux familles et l'aide à tisser des liens dans la communauté musicale parisienne. Il y a un peu quelque chose de féministe là-dedans aussi, de garder son nom à elle. Ben, ça lui permet surtout de bénéficier de la renommée de son père et de celle de son mari, qui sont aussi deux musiciens. OK. Je sais pas si c'est allé jusque-là. Je l'espère. Je l'espère, je sais pas. Donc, en 1704, Marin de la Guerre meurt. À ce moment-là, Élisabeth Jacquet de la Guerre accède au statut de veuve, ce qui lui octroie un peu plus de liberté en tant que femme, pour l'époque. C'est vraiment à ce moment-là qu'elle donne plus de concerts, elle donne des cours de musique, puis ça lui permettra de vivre assez aisément jusqu'à la fin de ses jours. Par contre, elle n'obtiendra jamais de charge officielle à la cour, c'est réservé aux hommes. Une des principales raisons qui explique pourquoi c'est l'œuvre d'Élisabeth Jacquet de la Guerre qui nous est parvenue aujourd'hui, plutôt que celle d'une autre compositrice qui aurait écrit de la musique au tournant du 18e siècle, c'est l'édition. Il faut comprendre qu'il n'était pas aisé à l'époque d'être publié, puis encore moins lorsqu'on est une femme. Il fallait disposer des moyens nécessaires pour y arriver, ce qu'Élisabeth Jacquet de la Guerre a trouvé auprès de Louis XIV, qu'elle avait su impressionner dès ses 5 ans. Je m'en remets encore une fois aux travaux de la musicologue Catherine Cessac, qui nous invitait, dans son dernier ouvrage, à jeter un coup d'œil du côté des dédicaces faites par Jacquet de la Guerre à Louis XIV pour chacune de ses œuvres. Donc, elle a dédié chacune de ses compositions à Louis XIV. Les dédicaces prennent d'ailleurs fin à la mort du monarque. C'est à l'arrêt d'écrire de la musique à ce moment-là. Complètement. Carrément, oui. Les dédicaces sont très intéressantes, notamment lorsqu'on réalise que la compositrice était bien consciente d'être une des premières femmes à s'aventurer dans un domaine qui est à l'habitude réservé aux hommes. J'ai envie de vous citer un passage d'une de ces dédicaces, soit celle du ballet Les Jeux à l'honneur de la victoire, écrit en 1684. Ça va comme suit. Ce n'est pas d'aujourd'hui que des femmes y ont donné d'excellentes pièces de poésie qui ont eu un très grand succès. Mais jusqu'ici, nul n'a essayé de mettre tout un opéra en musique. Et je tire cet avantage de mon entreprise que plus elle est extraordinaire, plus elle est digne de vous, sire. Alors, elle s'adresse directement à Louis XIV en prémisse de son ballet, de son opéra. Effectivement, avant elle, aucune femme avait composé de musique pour un ballet. Ça s'explique, entre autres, par le fait qu'il y a un virilisme musical associé à des styles et des genres musicaux. OK. Ça s'inscrit dans une longue tradition dont on n'est pas totalement émancipé encore aujourd'hui. Donc, il y a des styles qui sont très, très masculins, qu'on a peu encore de compositrices? Oui, les femmes composent des sonates, les hommes des symphonies. OK, bon. On peut le voir comme ça.
Le langage musical est en lui-même très genré, puis c'est celui qu'on utilise encore de nos jours pour décrire différentes formes musicales, mais aussi pour assigner un genre à un instrument. Oui. Qu'est-ce que je veux dire par assigner un genre à un instrument? En fait, je me demande si on peut réellement affirmer que tout comme la couleur rose est réservée aux petites filles, la couleur bleue aux petits garçons, si on n'assigne pas aussi les instruments de musique en fonction des genres des musiciens. Je pense à la batterie, qui appartient à la famille des percussions, catégorie d'instruments où les femmes, encore aujourd'hui, se trouvent en minorité. Très peu nombreuses. Très peu nombreuses. Pourquoi? C'est rythmé, c'est physique, c'est énergique. C'est surtout l'opposé de ce qui est délicat, léger et gracieux. Ce qu'on attend plus de la musique jouée par une petite fille. Oui, ou donc une on femme. peut aller vers les violons, les flûtes. Exactement, la flûte traversière là, dans un orchestre habituellement. Beaucoup de femmes. C'est beaucoup. C'est une présence féminine plus importante. Oui. Ça, c'est le résultat d'un phénomène d'invisibilisation ou même de minorisation qui date pas d'hier. Déjà au 17e, au 18e siècle, l'opinion des critiques musicaux variait en fonction du sexe biologique de la personne à l'origine de la composition musicale ou de sa représentation. Par exemple, si on assistait à une symphonie énergique, intense et grandiose, elle serait critiquée négativement si une femme se trouvait derrière le génie de cette composition, puis louangée et applaudie par la critique si c'était composé par un homme. Donc, on est vraiment comme avec les caractéristiques typiquement avec les gros guillemets, le féminine versus masculine. Exactement, puisqu'on s'attend des productions musicales féminines à ce qu'elles adoptent un style doux, léger et gracieux. Mais en réalité, ça révèle surtout que le langage musical en lui-même est empreint de stéréotypes, puis ça, c'est encore le cas aujourd'hui. On allait de même au temps de Jacquet de la Guerre. Ses dernières œuvres éditées font d'ailleurs naître une critique qui ne la compare plus à ses pairs musiciens, mais plutôt aux hommes de façon plus générale. Je vous cite un passage qui décrit, qui se veut être une description en fait d'Élisabeth Jacquet de la Guerre tirée du Panas François, qui va comme suit. Femme osant rivaliser avec la gloire des hommes, une joueuse de clavecin qui donne une cadence aux mots et une renommée nouvelle aux cadences. OK. Donc, c'est vraiment femme osant rivaliser avec la gloire des hommes. Là, on parle de son travail musical à elle. Oui. Bon, la critique en tant que femme, là, vraiment. Exactement. Cet extrait me donne envie de terminer ma chronique en soulignant le courage d'Élisabeth Jacquet de la Guerre, mais aussi celui de toutes les compositrices encore aujourd'hui. Le courage de se tailler une place parmi ses pairs masculins dans le milieu de la musique, puis d'avoir à affronter les jugements qui peuvent sévir à leur égard. Il faut reconnaître, selon moi encore aujourd'hui, une difficulté généralisée à admettre qu'il puisse y avoir des compositrices dans l'histoire de la musique. Par la compositrice, c'est chef d'orchestre aussi, on en voit peu. De plus en plus, j'espère qu'on va avoir encore, mais oui, chef d'orchestre, toute position, je dirais, d'autorité. Oui, exactement. Voilà. D'autorité de création aussi. Oui. Oui, exactement. Donc, on en retrouve peu dans l'histoire de la musique. Puis, selon moi, c'est vraiment le travail des historiennes et des historiens de plonger dans les archives à la recherche des musiciennes et des compositrices et des chefs d'orchestre, qui sait, afin de reconstituer leur parcours, puis réévaluer leur place dans l'histoire de la musique, en tentant tant bien que mal de déconstruire les discours stéréotypés. Ben, j'espère qu'en fait, je sais que toi, tu vas le faire avec ton mémoire, donc tu vas nous en parler un peu plus grandement, mais en attendant, on va espérer qu'il y a d'autres historiens et historiennes qui vont faire la même chose. Donc, merci beaucoup pour ta première chronique. Merci. Et si vous voulez continuer un peu sur le sujet des femmes en France de l'époque moderne, je vous propose une chronique de Élisa de Boissel-Baron sur les femmes dans la Révolution française. C'est une chronique qui a été diffusée le 4 octobre 2019. Et on va aller en pause, Elliot? Oui, on va écouter donc la chanson Camille de Anna Roxane.
écoutez toujours Histoire de passer le temps et on va terminer l'émission avec Daniel Lemire. Tu nous présentes l'impératrice douairière Sissi, un personnage qui a laissé un héritage controversé dans l'historiographie, c'est ça? Exactement, Chloé. Alors, l'impératrice Sissi, c'est un peu la Victoria de la Chine, si on peut dire. Ils ont régné à peu près à la même période. La grande différence, par contre, c'est que Victoria a été très bien traitée par l'histoire. C'est une grande souveraine. Image positive. Positive qui a mené l'Empire britannique à son zénith, alors que, d'une certaine manière, Sissi, c'est un peu l'inverse. C'est l'incarnation quasiment du déclin impérial. Maintenant, aujourd'hui, je vais essayer de faire ça simple. Alors, je vais mettre en contexte un peu son arrivée au pouvoir, puis après ça, je vais traiter de 3 grandes images qui sont associées à son règne. Donc, premièrement, il faut comprendre qu'elle prend le pouvoir en 1861 à la suite de la mort de son mari. Elle fait un coup d'État avec la femme de l'empereur et et dans le fond, c'est ça. Donc, elle prend le pouvoir et c'est comment je peux dire ça? C'est une situation qui est assez particulière à l'époque parce que depuis le début du 18e siècle, ça va pas très bien. Et en Chine, il y a un déclin économique, puis il y a aussi beaucoup d'instabilité politique. Donc, par exemple, il y a ce qu'on appelle la révolte des Taiping, qui a lieu à partir de 1853 et qui va perdurer jusqu'en 64 et qui est probablement la plus grande guerre civile de l'histoire. Donc, on estime qu'environ 30 millions de personnes seraient mortes, principalement à cause des famines provoquées par des affrontements entre des armées qui sont, dans certains cas, plusieurs centaines de milliers d'hommes. Donc, c'est vraiment pas une petite révolte, puis il va en avoir d'autres pendant presque toute la période, toute la décennie, plutôt le siècle. Alors, à ça, il faut aussi ajouter le fait que les Occidentaux en profitent depuis le début du 19e siècle. Alors, dans le fond, au moment où est-ce qu'elle prend le pouvoir, c'est au moment où est-ce que se termine la guerre civile, ce qu'on appelle la deuxième guerre de l'opium, donc une tentative des Occidentaux d'imposer leur pratique commerciale sur la Chine. Et ils brûlent un palais, entre autres, là, puis ils gagnent. Alors, ça va pas très bien en Chine à ce moment-là. Il y a beaucoup de corruption aussi dans le gouvernement qui commence à avoir beaucoup de difficultés à gérer les problèmes économiques que l'Empire fait face. Alors, c'est vraiment pas une situation simple à régler. C'est un contexte politique, géopolitique difficile. Exact, géopolitique et domestique qui est vraiment pas gagnant. Mais malgré tout, ce qui est important quand même de mettre de l'avant, c'est que l'Empire va quand même perdurer jusqu'en 1912. Et une large partie de cette période-là, c'est celle administrée par Sissi indirectement comme régente de son fils, puis après ça, de son neveu. Donc, l'Empire des Qing est faible, mais résilient. Il résiste constamment. Alors, c'est important d'avoir ça en tête parce que des gens qui aiment ça dépeindre souvent l'Empire comme étant à moitié mort dès le début de 1850. Faut toujours nuancer ça, évidemment. Oui. Alors là, je vais faire un saut dans le temps parce que c'est vraiment vers la fin des années 1900 environ, donc vers la fin, si on peut dire, de la régence de Sissi, que l'image négative autour de elle va se cristalliser. Alors, principalement, il va y avoir un premier incident qui s'appelle la réforme des 100 jours. Okay. Donc, son neveu, parce que son fils est décédé à ce point-ci, son neveu va essayer d'instituer des réformes. C'est pas les premières, Sissi elle-même en avait mis de l'avant, mais là, c'est des réformes quand même assez radicales. Et dans la 103e journée, elle interrompt ça par un coup d'État, ce qu'on appelle maintenant un coup d'État. Donc, une force, un amalgame de forces conservatrices vont stopper ces réformes-là. Et selon certains récits, l'empereur Guangxu va être mis sous état d'arrestation. Donc, on peut l'avoir à ce moment-là un peu comme anti-réformiste à cause exactement, c'est ça. Alors, c'est une des images les plus fortes qui l'entourent, réactionnaire, anti-réformiste, conservatrice. Alors, justement, faut prendre ça avec un grain de sel, évidemment. C'est plus le rythme de réformes qui est un enjeu, pas les réformes eux en soi, parce que, bon, ça fait déjà 50 ans qu'on essaie d'opérer des réformes en Chine. C'est ça, c'est vraiment le rythme qui est important. Puis après ça, il y a aussi réformes politiques, réformes économiques, c'est pas la même chose. Oui. Surtout pour un empire comme celle de Sissi. Alors ça, c'est un premier grand événement. Les réformistes se font arrêter en grande partie. Certains vont être exécutés. Ça a marqué un peu l'imaginaire. Exact. Puis il y en a 2
qui sont très connus, Kang Yue et Liang Qichao, qui vont se sauver au Japon. Et ils vont revenir un petit peu dans cette histoire-là, donc c'est pour ça que j'ai nommé maintenant. Alors ça, c'est un incident qui va être important. L'autre, c'est 2 ans plus tard, même quelques mois plus tard, dépendamment de la chronologie, donc ce qu'on appelle la révolte des Boxers. Donc, dans le fond, il va y avoir un mouvement xénophobe qui va se déclencher en Chine et qui va être repris, ou du moins la dynastie va essayer de reprendre ce mouvement-là, qui était anti-occidentaux. Ouais, parce que c'est un événement qui est quand même connu là, dans l'histoire. Oui, c'est ça, c'est très connu, même il y en a qui considèrent que c'est comme très fondateur de la fin du siècle, début du nouveau siècle. Puis, justement, ça va être un échec monumental. Les Occidentaux vont se coaliser. 8 pays vont envoyer une armée pour annihiler essentiellement les Boxers. Et à cause de leur lien avec l'Empire, ou plutôt la dynastie régnante, les Sissi, ou du moins l'Empire va être obligé de payer des larges indemnités. Alors, c'est vraiment pas une belle situation. Puis à ça s'ajoute donc l'image de xénophobe ou de anti-occidental qu'on va attribuer souvent à Sissi. Alors ça, c'est un vrai problème. Alors quand tu parles de l'image anti-occidentale, c'est les Occidentaux qui vont donner cette image-là? C'est beaucoup dépeint en Occident de même. C'est évidemment, les Chinois ont il y a d'autres enjeux interprétatifs en Chine concernant Sissi, mais en Occident, oui, c'est ça. C'est elle, la symbole de la méchante dirigeante chinoise qui ne reconnaît pas la vérité qui vient évidemment de l'Europe. Alors, c'est vraiment... Faut le comprendre de même, puis là, je viens de faire ça de manière ironique, mais les mêmes propos pourraient quasiment être dits sans ironie il y a 50 ans, 100 ans, voire même, je pense qu'il y a un article que j'ai lu pour ça, il y avait quasiment un peu cette dimension-là. Donc même certains historiens vont reprendre ces images-là. La modernité, il était obligé d'accepter la modernité occidentale, sinon il allait sombrer dans le... Alors, c'est très complexe, mais là, je le synthétise, évidemment. mais dans le fond, donc ça, c'est les 2 grandes images, puis il faut évidemment les prendre avec un grain de sel dans les 2 cas, puis je vais revenir un petit peu là-dessus par la suite. Alors, maintenant, pour vraiment mettre de l'avant le portrait, si on peut dire, ou les images les plus connues de Sissi, on a premièrement l'image du despote asiatique. Donc ça, c'est une image qui est très fréquente, un symbole très fréquent de l'orientalisme. Donc ça, l'orientalisme, c'est un mot compliqué qu'on a inventé pour parler d'un paquet de stéréotypes puis de propos racistes qui ont été élevés à une science au 19e, 20e siècle, et que maintenant, évidemment, presque toutes les sciences humaines qui traitent de l'Asie sont obligées de voir qu'est-ce qu'ils ont écrit dans le passé, puis de tout réanalyser un peu ce qu'ils ont écrit, parce qu'il y avait beaucoup de préjugés là-dedans. Oui, parce que ça va rester quand même longtemps chez les historiens et historiennes qui vont continuer d'utiliser ça. Oui, puis l'image du despote asiatique, ça persiste encore maintenant. Okay. Et elle, dans le fond, elle incarne beaucoup ça. Donc, un despote asiatique, c'est un chef ou un dirigeant autocratique qui est sanguinaire, cruel, ou qui dirige de manière arbitraire, donc exécution sommaire. Tu sais, des fois, on entend un peu des relents de ça quand on parle de la Chine actuelle. Okay, oui. Donc, ça n'a plus le mot despote asiatique, mais il y a les mêmes traits un peu qui sont encore mis de l'avant. Alors, évidemment, Sissi rentre parfaitement un peu dans ce moule-là. Maintenant, je dirais, où est-ce que ça devient beaucoup plus genré comme problème ou comme dimension. Parce que cette première image-là, c'est que ce soit une femme, que ce soit un homme. Exact, ça change pas, tu sais, c'est que tu sois le sultan ottoman, ça va arriver, c'est pas grave. Mais là, quand ça devient un vrai problème qu'elle est une femme, si on peut dire, là, c'est les stéréotypes qui sont mobilisés, c'est plus, premièrement, elle était guidée par ses pulsions. D'avoir le pouvoir, mais aussi surtout pulsions sexuelles complètement dégénérées, ce qui est ironique parce qu'après ça il y a comme une tension qui se crée entre elle est super intelligente mais elle serait gouvernée par ses pulsions, donc évidemment les auteurs... Ça fait quand même beaucoup penser à Catherine la Grande aussi là, en exactement, Russie, c'est ça. Alors c'est évidemment presque toutes les femmes sont généralement attaquées avec ce type d'image-là quand elles dirigent des États ou dans des gouvernements. Mais là, ce qui est compliqué, c'est ça, c'est qu'on lui attribue donc des amants, ce qui est vraiment très complexe quand on est une concubine d'un empereur. Donc, l'institution du harem, c'est fermé. Tu peux pas avoir des gens qui rentrent dedans à part des eunuques. Mais là, ça, c'est une autre dimension qui est mise de l'avant par certaines personnes, qu'elle aurait eu des relations avec ce qu'on appelle des faux eunuques, donc des eunuques qui n'auraient pas été castrés dans le harem. Et ça a été mis de l'avant par Kang Yue, qui est un réformiste. Alors, il y a beaucoup d'attaques de type sexuel qui sont mises de l'avant autour de 1900. Donc, c'est des rumeurs qui arrivent pendant son règne, déjà. Exact.
Exact, surtout vers la fin. Quand ça va pas très bien, premièrement. Puis aussi, bon, elle vieillit. Il y a beaucoup de tensions entre les nationalistes chinois, la dynastie qui est pas chinoise, les Mandchous, et les Occidentaux. Alors là, tu as tout ça qui se mélange. Puis elle est sujette vraiment à des attaques, à un bombardement de la part de Liang Qichao et Kang Youwei, qui sont des réformistes, mais aussi les Occidentaux. Et là, maintenant, on sait qu'il y a des documents qui ont été littéralement falsifiés. Okay. Donc, il y aurait des rapports qui auraient été supposément écrits par des fonctionnaires qui, finalement, ont été falsifiés. Donc, les rumeurs qu'on a, on sait elles viennent d'où? C'est ça. Il y en a certaines qu'on sait d'où ils viennent. Puis, par exemple, il y a un historien avec des guillemets, il faut vraiment des guillemets. Black House, qui, justement, ont aussi manipulé des documents qui avaient été forgés, entre autres par lui, probablement. OK, un historien aussi. Mais... Oui, c'est ça. Charles Le Petit a des propos qui sont énormément ce qu'on appelle maintenant typiquement orientaliste. Donc elle aurait été l'incarnation de la femme orientale méchante, tu sais. Alors des expressions comme ça, tu le sais, là, ça fait sonner des cloches. Oui. OK, là on est face à quelqu'un qui a des propos orientalistes. Alors bon, probablement la forme la plus extrême de ces histoires-là, c'est qu'elle faisait venir des jeunes garçons dans le harem, et après ça, quand elle a fini avec eux, elle les fait exécuter. Alors là, on a vraiment le cocktail de la despote asiatique qui rencontre la veuve noire, la femme fatale. Ouais, l'araignée qui tue ses amants après. Là. Exactement, donc le cocktail parfait. Et bon, évidemment, c'est terrible. Ouais. Puis dans le fond, c'est ça, donc on a vraiment cette image-là qui est mobilisée constamment. Encore maintenant, on le voit, là, moi j'ai passé beaucoup dans des encyclopédies pour travailler, évidemment, pour voir la générique de sa biographie. Puis il va y avoir toujours ces petites clés-là, ces petites mentions-là, ici et là, même si on sait depuis les années 70 que toutes ces prétentions-là d'ordre sexuel, c'est probablement faux. C'est pour lui nuire, dans le fond. Là. Exactement, puis tu sais... C'est là, évidemment, ici, on le sait là, que, par exemple, son prédécesseur avait, lui, une vie sexuelle particulièrement dévergondée, mais pourtant, on n'en parle pas. Alors là, elle, c'est une femme... Mais ça choque, la sexualité des femmes, elle choque. Exactement. Puis là, justement, ça transitionne un peu vers la dernière grande image, si on peut dire, de justement... Qui nous reste, en fait. Qui nous reste d'elle, puis c'est celle de la bonne femme. Alors, tu sais, c'est vraiment... là-dessus, elle incarne beaucoup comme Victoria, c'est une bonne femme, une bonne mère, etc. Mais le problème, c'est que ça va pas tenir. Donc, okay. Malgré beaucoup d'efforts, entre autres de femmes qui vont travailler, qui vont être invitées par elle dans le harem, pas dans le harem, mais dans la cour pour faire des pièces, des œuvres d'art, ça va pas tenir face à toutes ces attaques-là, soit d'un point de vue, mettons, despotiste asiatique, donc elle comme étant sauvage, ou elle comme étant une femme. Mais c'est pas très étonnant si les gens qui vont parler d'elle en tant que mère, bonne femme, sont des femmes. Exact. Versus les rumeurs c'est ça, qui la présentent comme dégénérée sexuellement par les évidemment, hommes. Il y a des hommes qui vont essayer d'avoir cette image-là, mais évidemment, d'une certaine manière, ils perpétuent d'autres stéréotypes entourant les femmes. Mais oui, en effet, c'était principalement des femmes qui utilisaient cette image-là, incluant elle-même, Sissi, qui essayait de se défendre ou de se projeter comme étant une femme modèle, si on peut dire. Alors, pour terminer, d'une certaine manière, c'est sûr que Sissi n'était pas la plus grande réformiste de Chine, ça c'est certain. Mais elle n'était pas non plus une traditionnaliste qui essayait de défendre l'ordre chinois ancestral à tout prix. C'était pas nécessairement pire que ce qu'il y avait autour à ce moment-là. Exact, au contraire. En fait, il y a pas mal de preuves qui laissent sous-entendre que les empereurs, qui étaient tous des enfants, puis après ça des jeunes hommes, n'étaient pas très compétents. Oui. Alors qu'elle était définitivement compétente. Donc c'est ça. Alors c'est sûr qu'elle était pas... elle était conservatrice, dans le sens surtout qu'elle voulait conserver sa dynastie. Et elle n'avait pas non plus tort, quand on regarde maintenant l'histoire, que sa dynastie était quand même menacée d'extinction si elle opérait peut-être des réformes trop extrêmes. Alors, de son point de vue familial ou dynastique, ça fait du sens. Maintenant, est-ce qu'elle était xénophobe, anti-occidentale? Probablement pas, mais en tant que dirigeant d'un empire qui se fait constamment attaquer par des Occidentaux qui veulent leur vendre de l'opium. On peut comprendre qu'on n'est pas particulièrement chaud à l'idée qui arrive chez nous. Exactement. Alors, tu sais, faut vraiment voir ça avec un regard très critique, puis aussi, je vais un peu finir là-dessus, mais peut-être une des raisons pourquoi ça a été si dur pour elle de
de faire consensus, surtout vers la fin, c'est qu'elle n'a jamais pu diriger officiellement la Chine. Elle était tout le temps la régente. Toujours un peu la marionnette derrière. Exactement. Alors, contrairement, mettons, à Catherine, je me trompe pas, puis surtout Victoria, qui avait un vrai pouvoir ancré dans la tradition, elle devait toujours utiliser d'autres personnes comme intermédiaires. Elle avait un contrôle sur les sceaux impériales, mais c'est tout. Alors, c'est peut-être ça qui n'a pas aidé son cas. Ouais. Qui n'a pas aidé son image. Son image, c'est ça. Ben, merci beaucoup, Daniel. Si vous avez apprécié cette chronique-là, Valérie Beaulieu-Paquette en a fait aussi une chronique, elle, sur la seule impératrice régnante, que nous présentait comme des régentes, donc de Chine, qui est Wu Zetian. Et sa chronique, elle a été diffusée le 11 janvier 2019. Donc, je vous invite à aller l'écouter. Et c'est déjà tout pour nous pour aujourd'hui. Merci à tout le monde d'avoir été là. Elliot à la régie, merci. Nos chroniqueuses et chroniqueurs, Sarah, Camille, Daniel, merci. Merci. On vous rappelle que vous pouvez écouter toutes nos chroniques à Histoire de passer le temps sur Facebook, sur Internet à choc.ca, sur la plupart de vos plateformes de balado-diffusion préférées. Bonne fin de semaine à tout le monde. On se revoit vendredi prochain pour un autre épisode d'Histoire de passer le temps.